socialiste aux élections. Donc elles sont constituées de qui visent à désigner un candidat unique de la gauche et des écologistes pour l'élection présidentielle de 2017. Donc elles sont co-organisées par les acteurs de la Belle Alliance Populaire, donc à savoir le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche, Génération Écologie, l'UNE et le Front Démocrate et le Parti Écologiste. Donc elles sont ouvertes à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Donc le calendrier était choisi pour favoriser une candidature à François Hollande, car les primaires citoyennes ont eu lieu fin janvier, pour que le chef de l'État puisse mener une campagne la plus courte possible, mais après l'annonce qu'il ne serait pas candidat à la présidentielle. Donc finalement, du coup les candidats primaires ont dû composer avec une campagne très resserrée en termes de temps. Donc plus précisément, les candidats aux primaires. Donc, alors ça regroupe, donc on a Manuel Valls, alors je vais commencer par ordre. Donc on avait déjà Jean-Luc Benalla, 62 ans, président du Front démocrate depuis 2014, donc éliminé au premier tour, qui rallie Manuel Valls au deuxième tour. On a eu Benoît Hamon, 49 ans, député des Yvelines, donc 2012 et depuis 2014, donc vainqueur au second tour évidemment. On a eu Arnaud Montebourg, 54 ans, ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, donc en 2014, éliminé au premier tour et qui a rallié Benoît Hamon. On a aussi Vincent Pénon, 56 ans, député européen de 2004 à 2012 puis 2014, qui a été éliminé au premier tour. On a eu Sylvia Pinel, 39 ans, présidente du Parti radical de gauche depuis 2016 et députée du Tarn-et-Garonne, 2017-2012 et aussi depuis 2016. Donc éliminé au premier tour et qui a rallié Manuel Valls. On a aussi eu François de Rugy, 43 ans, donc président du Parti écologiste depuis 2015 et député de Loire-Atlantique depuis 2007, éliminé au premier tour. Puis enfin Manuel Valls, donc député de l'Essonne 2002-2012 et depuis 2007, et Premier ministre sous François Hollande 2014-2016, et donc éliminé au second tour. Donc voilà les résultats du premier tour. Alors la participation définitive elle regroupe un peu plus d'1,5 million de voix. Donc le score des bureaux de vote appelle Benoît Hamon en première place avec 36%. Donc Manuel Valls en deuxième place avec environ 5% de moins. Et donc Arnaud Montebourg à 17%, Vincent Pénon 6%, François de Rugy 3,83%, Sylvia Pinel et Jean-Luc Benalla en dernière position. Donc avec 0,70% de bulletins blancs, donc quand même 11 000 voix, et donc 10 114 bulletins nuls. Donc ensuite, après plusieurs semaines de campagne intense, rythmée par un total de 4 débats télévisés entre les candidats de la gauche socialiste, c'est finalement le candidat Benoît Hamon qui l'emporte avec 58,87% des voix, contre Manuel Valls qui totalisait donc 41,35% des voix. Donc vous pouvez voir là les vainqueurs par circonscription. Donc on voit que c'est très largement à majorité Benoît Hamon, avec seulement quelques circonscriptions à majorité basse. Donc plus précisément, qui est le candidat à la présidentielle? Donc Benoît Hamon est né en 1967 à Saint-Venant. Il a passé son enfance et son adolescence entre Brest, le Kremlin-Bicêtre et Dakar. Donc il est adhérent au Parti socialiste depuis janvier 1987 et président du mouvement des jeunes socialistes en 1993. Il rejoint en 1997 du coup le cabinet de Martine Aubry, ministre à l'époque de l'Emploi et de la Solidarité, pour suivre donc le dossier des emplois jeunes. Donc il décide ensuite de travailler dans le secteur privé en rejoignant la direction de la société Ipsos France. Donc de 2004 à 2019, il est député européen et siège au groupe des socialistes européens. Donc il a été porte-parole du Parti socialiste de 2008 à 2012. Il enseigne aussi à l'université de Paris 8 sous statut de professeur associé, donc dans le fonctionnement des organisations multilatérales et dans les processus directionnels de l'Union européenne. Il est implanté à Trappes dans les Yvelines et il est élu député de la 11e circonscription des consommations.
il est nommé donc ministre délégué à l'économie sociale et solidaire à la consommation dans le gouvernement de Jean-Marc Ayrault. Et le 10 avril 2014, il est nommé ministre de l'Éducation nationale, donc de l'enseignement supérieur et de la recherche au sein du premier gouvernement de Manuel Valls. Il quitte le gouvernement en août 2014 en réclamant une inflexion de la politique économique et donc du gouvernement en août 2014. Donc, il reprend donc son mandat de député à l'Assemblée nationale en septembre 2014 et intègre la Commission des affaires étrangères. Donc, il est l'initiative de la résolution en faveur de la reconnaissance de l'État de Palestine qui est votée le 2 décembre 2014 par 339 voix contre 151. Donc, depuis 2015, il s'oppose à la loi Macron, poussant pour le gouvernement à avoir recours au 49.3. Et donc en décembre 2015, il s'oppose à l'inscription à la constitution de la déchéance de nationalité pour les binationaux, qui sera finalement abandonnée. Et donc au 1er semestre 2016, il rejette le projet de loi travail proposé par le gouvernement et appelle à une vraie négociation avec les syndicats. Donc quelles sont les mesures phares précisément autour desquelles s'articule sa campagne? Donc le candidat décrit son programme Faire battre le cœur de la France. Donc il décrit là-dedans les mesures qu'il souhaiterait mettre en place, donc quelques-unes les plus populaires et médiatiques que les autres. Donc, par exemple, le revenu universel. Donc, le gouvernement propose de mettre en place un revenu universel d'existence qui présente comme un nouveau pilier de la protection sociale, donc, en particulier pour répondre aux mutations du travail. Donc celui-ci doit permettre, entre autres, de donner un gain de pouvoir d'achat et de près de 2 000 € par an pour 19 millions de Français. Donc il s'adressa dans un premier temps aux plus de 18 ans, dont les revenus sont inférieurs à 200 € net, 2200 € net, afin d'être élargi à tous les Français, selon les modalités qui seront discutées au cours d'une conférence sociale. Donc l'environnement. Le candidat du Parti socialiste veut engager la France dans la transition écologique en portant à 50% la part des énergies renouvelables dans le mix électrique. Donc, en mettant en place une fiscalité plus verte, grâce à notamment la baisse de la TVA sur les produits dont la fabrication crée moins de pollution. Donc, aussi en interdisant les perturbateurs endocriniens et en programmant l'arrêt de la vente de véhicules au diesel. À l'horizon de 2025. Il entend également lancer un plan de sobriété énergétique qui comprendrait normalement 100 milliards d'euros d'investissement pour la rénovation urbaine et thermique. Et il souhaite par ailleurs s'inscrire dans la protection des biens communs, à savoir l'eau, l'air et la terre, dans la Constitution. Donc, concernant les institutions, il propose de construire une 6e République au moyen d'une conférence constituante composée de parlementaires, de citoyens tirés au sort et de sages reconnus par leurs compétences, Donc il veut également instaurer un 49.3 citoyen pour permettre à 1% du corps électoral, environ 400 000 personnes, de faire une proposition de loi ou de soumettre une loi votée à un référendum. Donc il souhaite faire reconnaître par référendum le vote blanc et l'extension du droit de vote des étrangers aux élections locales. Aussi concernant l'Union européenne, pour lui la mondialisation exige une Europe puissante et protectrice. Donc il prône une coopération dans le domaine de la défense et de la lutte contre le terrorisme, une harmonisation fiscale et sociale afin de réviser notamment la directive des travailleurs détachés, et une lutte commune contre l'optimisation fiscale. Donc, il entend également proposer à ses partenaires européens un plan d'investissement de 100 milliards d'euros pour la transition écologique et économique. Et il refuse la ratification des traités de libre-échange, CETA et TAFTA. Donc, concernant les résultats au premier tour des présidentielles, très largement, il n'y a pas eu de majorité très parlante pour Benoît Hamon. Et du coup, le premier tour de la présidentielle du 23 mai marque pour le candidat de la gauche la fin de la course à l'Élysée, malheureusement. Donc en effet, Benoît Hamon totalise 6,37% des voix, un score plutôt historiquement faible. Et donc finissant 5e derrière Emmanuel Macron, Marine Le Pen, François Fillon et Jean-Luc Mélenchon en fonction du nombre de votes exprimés.
Donc, cependant, comme le candidat a réussi à dépasser les 5%, ses frais de campagne seront remboursés. Et Benoît Hamon rallie Macron pour le soutenir au second tour. Donc, beaucoup de critiques ont été faites à Hamon pour ne pas avoir rallié Mélenchon dans une alliance avant le premier tour, qui aurait en effet permis à Jean-Luc Mélenchon, déjà plus avancé dans les sondages, de récolter plus d'intentions de vote. Et donc, afin de passer au second tour. Et donc, c'est ainsi que s'achève la course de la gauche socialiste dès le premier tour, marquant ainsi les élections françaises les plus inédites de la Ve République, car alors, le chef de l'État sortant, François Hollande, du Parti socialiste, annonce le 1er décembre 2020 qu'il ne sera pas candidat. Il y a eu bien sûr le scandale du Peanutgate et les emplois fictifs, mais aussi Marine Le Pen. Donc ni la droite ni la gauche ne passent au second tour. Le chef de l'État élu est le plus jeune président de la République française de tous les temps. Et donc on a eu un record de ventes blanc ou nul avec plus de 4 millions et de forts taux d'abstention, mais pas record. Donc voilà. Et voilà. Merci beaucoup. Anita. Nous avons le plaisir d'avoir comme étudiant ordinaire au master française avec Ah oui. Ah, c'est bon, bien. Donc, Lucas, on va parler de ce phénomène. Alors, je vais vous présenter notre nouveau président de la République, du coup, qui est Emmanuel Macron. Donc, alors, la campagne présidentielle à plus d'un titre a été inédite en France, puisqu'il y a eu un total brouillage des champs démocratiques, c'est-à-dire qu'on ne savait pas trop qui allait se présenter un an avant, on ne savait pas qui allait gagner. On disait que c'était une victoire acquise à la droite, finalement, c'est quelqu'un qui vient des rangs de la gauche qui a gagné. Donc, c'est une élection qui s'annonçait inédite à plus d'un titre. Et il y a eu aussi une fracture à la gauche, entre guillemets, à la gauche de notre champ démocratique, puisque en réalité, le Parti socialiste était divisé entre le soutien de la politique de François Hollande et le rejet de la politique de François Hollande, ce qui a permis en fait d'Emmanuel Macron d'émerger sur un champ politique qui était destiné au chef de l'État, entre guillemets, s'il allait se représenter. Mais vu sa courbe d'impopularité, ça aurait été sûrement une catastrophe. Alors, donc, Emmanuel Macron, très rapidement, c'est le ministre de l'économie du gouvernement Manuel Valls de 2014 à 2016. Il était donc dans le gouvernement François Hollande du Parti socialiste. Il a commencé à petit s'émanciper du gouvernement en 2016, quand il a senti que, en gros, ces mesures ne seraient pas portées dans le champ politique. Par exemple, il a essayé de passer une loi sur le travail qui a été rejetée entre guillemets beaucoup par la rue, mais qui a fini par passer avec de grosses modifications par 49.3, donc par procédure antidémocratique. Donc là, il s'est dit qu'il c'était pas bien qu'il reste dans ce gouvernement pour ses ambitions. Donc il a créé son mouvement politique qui s'appelle En Marche, donc par rapport à ses initiales, EPM, En Marche, bref. Alors, c'est un peu coupé, donc il fonde le parti politique En Marche, qui est transpartisan et qui définit comme étant à la fois de droite et de gauche, c'est-à-dire qu'il veut reprendre les valeurs sociétales de gauche et les théories économiques de la droite, c'est-à-dire en gros ce qu'on pourrait définir classiquement comme un social-libéral.
Ce lancement fait l'objet d'une grosse couverture médiatique, d'ailleurs ça lui sera reproché pendant toute sa campagne. Entre guillemets, il serait le candidat des médias. Il ne faut quand même pas oublier que quand il fonde son parti en avril 2016, il est vraiment très très loin de François Fillon et de Marine Le Pen. Donc ses adversaires sont, comment dire, ont exagéré la critique, disons. Puisqu'on voit, regardez, on voit déjà à l'époque, on ne savait pas du tout qui allait être candidat. On voit Alain Juppé qui est à 38% et qui au final qui n'est même pas candidat. On a Nicolas Sarkozy, pareil, qui est à 23% et on ne sait pas encore. Et on a encore François Hollande dans les coupes de sondage, ce qui fait que en avril 2016, on ne sait pas vraiment qui se présente, mais du fait de la couverture médiatique qu'a eu Emmanuel Macron, il se relasse parmi un potentiel candidat présidentiel à la présidentielle. Donc, avec l'initiative de sa création de parti, il fait pour la première fois preuve de ses ambitions politiques, puisqu'avant on le considérait comme, on va dire, un technocrate au service de la République, entre guillemets. Il a fait l'ENA, il a fait Sciences Po, je crois, oui. Il a été banquier, donc il est issu de la société civile, donc ça veut dire qu'on ne considérait pas forcément que c'était quelqu'un qui avait une ambition plus que d'être ministre. Mais au final, ce qu'il va faire, c'est qu'il va imposer son mouvement, et ça va très fortement contrarier le gouvernement, puisque, bon, en gros, c'est comme se désolidariser de l'action du gouvernement. Et ça ne va pas plaire justement à François Hollande, qui va dire, lors de son entretien, lors de la fête nationale française le 14 juillet 2016, qu'Emmanuel Macron est tenu à la solidarité gouvernementale et à la nécessité de servir jusqu'au bout, sans démarche personnelle aussi, et encore moins présidentielle, la République. Donc il a très bien compris ce qui était en train de se passer président de la République. Et celui qui l'a aussi senti, c'est Manuel Valls, justement. Le symbole, ça a été la question au gouvernement qu'a posé un député de l'opposition, les Républicains, je crois que c'était en avril ou en mai 2016, qui, en gros, Emmanuel Macron, dans le cadre de son parti, était parti faire une collecte de fonds à Londres. Et ça, évidemment, personne ne le savait. Sauf que ça a fuité dans la presse et que du coup, les gens ont été informés, etc. Et donc, un député lui a posé la question de savoir pourquoi il avait été à Londres en tant que ministre de l'économie. Et c'est le Premier ministre qui a répondu à sa place, puisque Emmanuel Macron ne souhaitait pas répondre. Et Manuel Valls a défendu son ministre tout en disant qu'il n'y avait pas eu de collecte, etc. Et après, juste après l'échange, on voit Manuel Valls qui, justement, derrière, lui dit c'est inacceptable ce que tu as fait, etc. etc. Et donc, depuis ce moment-là, ils se sont absolument. C'est des ennemis irréconciliables, en fait, puisqu'ils visaient en gros le même poste, celui de président de la République. Donc, il va aussi provoquer quelques polémiques avec ses, on va dire, déclarations. Il va aller dans un parc d'attractions qui s'appelle le Puy du Fou en France, qui est situé en Vendée, donc pas très connu pour être une terre de gauche, et qui va dire je suis au sein d'un gouvernement dirigé par le Parti socialiste, mais je ne suis pas socialiste. C'est la première fois dans l'histoire que ça arrive. Donc il va brouiller les lignes, en gros, il va se désolidariser de l'action gouvernementale de plus en plus. Et il dit donc qu'il n'est pas socialiste, et donc ça ouvre les pistes encore plus sur ce qu'il va faire après. Donc au final, il voulait démissionner dès juillet 2016, mais les attentats à Nice l'ont empêché par solidarité gouvernementale. Donc c'est le 30 août 2016 qu'il rend sa démission du ministère de l'économie, il passe le relais donc à Michel Sapin. Et il dit qu'il va se concentrer uniquement à son parti politique. Alors, dans la tête de tout le monde, on se dit, bon, alors, il fonde son parti, c'est probablement par ambition présidentielle. Est-ce qu'il va y aller tout de suite, ou est-ce qu'il va y aller plus tard? C'est-à-dire, est-ce qu'il va y aller en 2017 ou l'élection d'après? Alors, il y a des déclarations dans la presse, etc., qui disent que beaucoup n'y croient pas du tout, ils se disent, bon, c'est trop tôt, il est trop jeune, il ne va pas y arriver. On a beaucoup de déclarations, donc je ne peux pas les compiler là, parce que sinon, voilà. Et personne n'y croyait réellement, en réalité. Et au final, il va, entre guillemets, surprendre, mais c'est une surprise, c'est un secret de polichinelle finalement. Il va annoncer sa candidature le 16 novembre 2016, devant à peu près 1600 personnes. Il sort un livre en même temps. Donc, en gros, il avait tout calibré exprès pour que tout soit nickel, planning, nickel. Le livre qui sort un jour après la candidature. C'est très bien pensé en termes de communication. Sa campagne donc se lance on va dire, mais pas très rapidement, on va dire, puisqu'il est quand même toujours derrière François Fillon et Marine Le Pen dans les sondages au moment où il annonce sa candidature. Et il organise de nombreux meetings
notamment ce meeting très connu. Il est dans le palais des... Je crois que c'est le palais des sports. Non, le parc des expositions de Paris, où il va en gros, on va dire, s'enflammer et hurler. C'est notre projet, quelque chose qui a beaucoup tourné sur Internet, justement, parce qu'il ne maîtrise pas trop son savoir encore, on va dire. Donc il a été beaucoup moqué pour ça, mais aussi ça l'a en quelque sorte renforcé, puisque après ça l'a permis de se perfectionner, etc., etc. Donc les sondages de janvier 2017, on voit que potentiellement, en janvier, il n'est pas au second tour. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qui ne s'est pas fait en 3 jours, on va dire. François Fillon et Marine Le Pen sont donnés comme favoris, entre guillemets, jusqu'à en fait la primaire socialiste, qui va désigner Benoît Hamon comme candidat. Ce qui veut dire qu'en gros, il va y avoir deux candidats qui vont occuper un espace à gauche et personne au centre, que Manuel Valls aurait pu occuper. Donc ce qui fait que Emmanuel Macron, au final, dans sa position, il va être un peu tout seul, puisque en fait, François Fillon n'est pas un centriste, Marine Le Pen encore moins, Jean-Luc Mélenchon non plus, et Benoît Hamon est quand même très axé à gauche. Donc ce qui fait qu'il va être tout seul dans un espace politique, il va occuper l'espace politique tout seul. Donc ce qui fait que dès que Benoît Hamon remporte la primaire, on voit que Emmanuel Macron passe devant François Fillon dans les intentions de vote. Et ça va encore plus s'amplifier, puisque en février, on va avoir les affaires par rapport à François Fillon, notamment sur ses costumes, etc. Bon, on ne peut pas revenir dessus parce que je suppose que tu dois en parler. Et donc, ce qui fait que en fait, une partie des électeurs de la droite vont se démobiliser en faveur de François Fillon et le plus souvent vont se tourner vers Emmanuel Macron. Et de 15% en janvier, il va passer à 25% début mars. Ce qui fait qu'il va en gros passer pour le grand favori de l'élection présidentielle, puisque même si Marine Le Pen pour l'instant reste en tête, on sait très bien que celui qui arrive au premier tour contre Marine Le Pen est quasiment sûr de gagner l'élection présidentielle, étant donné le rejet d'une grosse partie de la population du Front National. Alors en plus, il va être appuyé par un poids lourd de la politique, c'est-à-dire un poids lourd. C'est François Bayrou, donc celui qui en fait roule quasiment sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, qui est en fait le président du parti centriste français, en gros, pour résumer, qui s'appelle Modem, va faire alliance avec lui sous certaines conditions. Donc il va exiger qu'une loi sur la moralisation politique soit portée. D'ailleurs, c'est dans le cadre des débats qui sont actuellement en France aujourd'hui. Et Emmanuel Macron ne pouvait pas aller mieux, en fait, donc il va accepter directement l'alliance sous ces conditions-là, mais justement, ça l'arrange, donc c'est très bien. Donc la candidature d'Emmanuel Macron ne va pas attirer que François Bayrou, elle va attirer beaucoup de monde, dont des gens de gauche, de droite, d'extrême gauche, pas d'extrême droite, heureusement. On a donc parmi ses soutiens Alain Minc, Jacques Attali, Bernard Kouchner, ancien ministre des Affaires étrangères sous Nicolas Sarkozy, Daniel Cohn-Bendit, celui qui a fait mai 68, Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, Michael Bloomberg, Robert Rull, l'ex-secrétaire du Parti communiste français, Jean-Yves Le Drian, le ministre actuel de la Défense, et Manuel Valls, qui s'est finalement rallié à Emmanuel Macron après avoir fait la primaire et dit qu'il soutenait Benoît Hamon, mais bon, ça c'est Manuel Valls craché. Et Jean-Louis Debré, ancien président du Conseil constitutionnel. Donc au final, on a 81 parlementaires, dont 54 socialistes, qui apportent leur soutien à Emmanuel Macron. Alors qu'il y a quand même un candidat socialiste à l'élection présidentielle. Donc je ne vais pas trop parler des débats, mais pendant ces débats, il a été, on va dire, assez bon. Pas exceptionnel, mais assez bon. Il a surtout convaincu, puisque en fait, ceux qui se sont imposés dans les débats, c'est les extrêmes par leur vivacité de parole et par leur rhétorique. On a Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui ont été sur leur thème, on va dire. Plus on parle fort, plus ça passe, on va dire. Et puis on a Emmanuel Macron qui est resté au centre des trois et qui a été le plus convaincant entre Benoît Hamon et François Fillon. Ce qui a fait qu'une partie de la population s'est dit, bon, il a peut-être l'allure d'un présidentiel. Alors, là maintenant on va parler de ses positions, c'est-à-dire ce qu'il pense. Donc il est social-libéral selon les observateurs, social-démocrate selon certains, ce qui est un peu moins vrai. Il est soutenu à la droite du Parti Socialiste, donc typiquement Manuel Valls qui s'est rallié à lui. Et par une partie de la droite, comme on le voit, par exemple, on voit Édouard Philippe, qui est maintenant son Premier ministre, qui était pro-Juppé et donc qui fait partie de l'aile gauche du Parti des Républicains.
Et il est en faveur du rétablissement de l'équilibre des finances publiques et du libre jeu du marché, donc c'est l'entrepreneur libéral. Il se définit donc comme libéral justement, et homme de gauche servant à l'intérêt général, qui peut coïncider et qui peut aussi vouloir dire beaucoup de choses. Donc, il se définit comme un libéral libertaire qui associe néolibéralisme économique et libéralisme socio-culturel. Et donc avec son parti En Marche, il entend dépasser le clivage existant entre la gauche et la droite. Alors là, ça c'est ses prises des positions pendant la campagne sur tous les sujets. Donc alors, sur les institutions, donc il est pro-5e République, il ne veut pas de 6e République, il est pour le respect des institutions, donc comme elles sont. En ce qui concerne l'Union Européenne, c'est un des seuls candidats qui est européen, à peu près, à part François Fillon et Benoît Hamon. Mais c'est le seul qui ne proposait pas de réformer l'Union Européenne pendant sa campagne, puisqu'après il a dit qu'il allait la réformer au final, s'il voulait. Il est en faveur du CETA, c'est-à-dire du traité de libre-échange avec le Canada. En économie, donc, sa mesure phare, c'est la suppression de 120 000 postes de fonctionnaires, qui sont quand même au nombre de 5 500 000 en France, 70 000 dans les collectivités et 50 000 dans l'État. Et il s'est aussi prononcé sur un aménagement des 35 heures, et finalement, il a finalement reculé sur cette position, puisque ça avait amené pas mal de problèmes. Donc en société, il est en faveur d'une dépénalisation du cannabis, qui n'est pas pareil que la légalisation, donc il est plus pour mettre des amendes plutôt que des peines de prison quand on a quelqu'un qui est condamné pour possession de drogue. Sur la religion, il est favorable à la laïcité, il est contre l'interdiction du voile dans les lieux publics, donc au contraire de pas mal de socialistes qui étaient au gouvernement à l'époque. Il est partisan de la stricte neutralité de l'État, tolérant vis-à-vis des religions si celles-ci ne débordent pas sur l'espace public, dans lequel les lois de la République prévalent. En termes de santé, il a proposé dans son programme de prendre en charge à 100% l'optique et les dentaires, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisqu'il n'est toujours pas le cas actuellement, on verra si le fera. Ça représente 4,4 milliards d'euros de dépenses. En politique sécuritaire, il se prononce en faveur du retour de la police de proximité et un renforcement du contre-espionnage français qui a été vraiment mis à mal par les mesures de Nicolas Sarkozy 10 ans auparavant. En immigration, tout ce qui concerne l'immigration, il est pour l'accueil des réfugiés. Il a fait l'éloge de la politique de Angela Merkel quand il a accueilli 800 000 réfugiés en Allemagne, au contraire de François Hollande, au contraire de Valls, et en environnement, il n'est pas du tout climato-sceptique. La preuve, il a nommé Nicolas Hulot dans un ministère à ce sujet. Il est quand même néanmoins tout ce qui atteint trop fortement à la production française, il veut quand même limiter la transition, c'est-à-dire diesel, nucléaire, il est pour une discussion, disons. Et l'éducation, il se prononce en faveur d'une autonomie accrue des universités, d'un baccalauréat plus dur, auquel tout le monde pourrait candidater dans les mêmes conditions. Donc il s'est fait aussi remarquer par ses déclarations un petit peu polémiques, Emmanuel Macron. Il faut retrouver ma fiche. Ah pardon, excusez-moi. Donc, il a créé plusieurs polémiques lors de cette campagne, notamment quand il a été en Bretagne, il a dit que certains employés étaient illettrés. Donc ça avait quand même provoqué un certain choc dans la population, avant de regretter ses propos évidemment. Sa plus grande polémique, c'est quand même lorsqu'il déclare à l'échelle algérienne, alors je sais plus le nom de la Chine, je crois que c'est Eco-News, qui dit qu'en gros la France a commis un crime contre l'humanité quand il y a eu une rivière en Algérie, ce qui a fait réagir beaucoup de monde en France, puisqu'il y a quand même beaucoup d'anciens combattants qui sont encore en âge de volonté, etc., etc. Et plusieurs historiens qui ont dit que c'était... certains historiens étaient d'accord avec lui, donc bon, bref, c'est un débat. Le 4 février, il a aussi dit qu'il n'y avait pas de culture française, qui n'a pas manqué de faire réagir tous les milieux d'extrême droite, etc. etc. Il a dit qu'il n'avait pas d'art français, mais en fait, bon, ces propos ont été mal interprétés, disons. En réalité, il veut dire que la culture qu'on a connue en France peut venir de plusieurs nationalités sans pour autant être française. Par exemple, Picasso a vécu en France. Est-ce qu'on considère que c'est la culture française qu'il a fait? Pas forcément, oui ou non, ça dépend de lui. Pardon?
Voilà, c'est ça, oui, bien sûr. Donc les résultats du premier tour, donc on a Emmanuel Macron qui finalement, malgré les sondages qui mettaient entre guillemets Macron, Le Pen, Fillon, Mélenchon sur à peu près le même piédestal électoral, finalement c'est Macron qui va se détacher des trois autres, avec 3% de plus, mais on voit quand même que c'est une élection qui est très morcelée, puisqu'il y a quand même 4 candidats à plus de 19%. Et au final, c'est donc lui qui accède au second tour face à Marine Le Pen. Donc, sous-entendu, ça va être. S'il perd, c'est vraiment qu'il y a vraiment un gros chamboulement de la masse électorale, puisque le Front National est quand même un parti qui fait encore très peu en France. Le débat d'entre-deux tours, où, bon, je vais pas revenir, on va m'accuser de prendre parti après, mais ça a été assez quand même comique, comment elle s'est comportée, Madame Le Pen. Donc, Emmanuel Macron n'a pas forcément été bon, mais comparé à elle, c'est sûr que... en fait, elle a tellement été mauvaise qu'il a paru pour bon. On va dire ça comme ça, pour pas blesser. Et alors que sa campagne d'entre-deux tours était entre guillemets en train de stagner, en gros, il attendait son succès, quoi. Le débat va le repositionner, parce que je crois qu'avant le débat, c'était 59-41, et après, il a pris une progression de 4-5 points dans les sondages, pour au final arriver au score qu'on connaît, c'est-à-dire 66 contre 33, mais c'est des chiffres qui sont quand même très nuançables, puisque quand on voit les 11% de blancs et les 25% d'abstention, ça fait quand même une masse de la population française qui est quand même divisée, même si on peut pas nier la dynamique d'Emmanuel Macron a eue pendant cette élection. Donc, en fait, Emmanuel Macron, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a senti, il a eu une vision, on va dire, très... il s'est projeté, on va dire. Il a senti dès le début de 2016 que François Hollande, ce serait très compliqué qu'il se représente, mais que sur son espace, c'est-à-dire sur sa prise de position, sur son idéologie, il y avait peut-être quelque chose à faire, puisqu'il n'y aurait personne, entre guillemets, qui défendrait son bilan et ses positions idéologiques. Du coup, ce qui fait que, en fait, il s'est présenté comme seul candidat au centre, avec aussi des idées transpartisanes, etc. Il a créé une vraie dynamique autour de lui. Et François Hollande a accepté, entre guillemets, ça. Et il a ensuite joué de circonstances extrêmement favorables, puisqu'aucun candidat à la présidentielle n'a finalement joué sur la même ligne politique. À droite, donc Juppé, qui devait normalement être le candidat de la droite, selon les sondages, occupait le même espace politique que lui, mais du coup, c'était battu par François Fillon, donc ça a laissé un vide immense. Emmanuel Valls, pareil, qui occupait à peu près le même espace politique que lui, s'est fait battre par Benoît Hamon, donc ça a laissé un vide immense qui fait que les gens se sont retrouvés dans ce candidat. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'il incarne en fait une synthèse entre la droite libérale économiquement et qui est prêt à accepter des choses sans politique partisane, c'est-à-dire sans consigne de parti, etc. Par exemple, je pense à Bruno Le Maire qui a voté pour le mariage homosexuel en opposition avec ce que son parti prenait. Et certains du PS qui se complaisent dans le libéralisme économique et le libéralisme sociétal. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de voir un peu comment la droite traditionnelle s'est effondrée. Et donc, je passe la parole à Anatole, qui nous a fait le plaisir d'être parmi nous ce semestre. Il est étudiant de l'université SLU, on va dire, à Bruxelles. Et de fait, il s'est un peu sacrifié en prenant les républicains, la place des républicains, avec un bel qui s'occupe de François Fillon. Du coup, c'est quoi l'astuce pour... J'ai besoin d'aide. Oui.
Alors, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, vous l'aurez compris, je vais vous présenter la campagne présidentielle des Républicains, et donc de François Fillon. C'était pas un choix idéologique. C'était une clair dès le début. Alors, avant tout, vous dire que c'est, on l'a déjà dit plusieurs fois, ces présidentielles sont assez uniques parce qu'aucun des deux grands partis traditionnels n'ont accédé au second tour des présidentielles. Donc ni le PS ni l'Index, donc ce dernier que je vais analyser. Alors, avant d'arriver à la campagne présidentielle, il y a eu chez les Républicains aussi, quelque chose d'assez inédit, pour la toute première fois des primaires pour désigner leur champion pour devenir le candidat à la présidence. Et cette primaire a été organisée parce que la famille politique, les Républicains, était assez divisée. On trouvait plusieurs figures fortes qui voulaient représenter le parti au présidentiel. Donc, les plus importants, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon, c'est entre eux trois on voyait les sondages annonçaient que la lutte pour le primaire se jouerait entre ces trois-là. Ensuite, désigner un candidat à l'aide de primaire pourrait aider le parti à arrêter la division du parti, donc à se regrouper autour d'une seule et même personne. Également, ces primaires sont vues comme importantes et comme décisives, car après un quinquennat qui est jugé comme mauvais, qui aurait échoué beaucoup, le quinquennat de Hollande, beaucoup voient le futur président, un président comme d'ailleurs veut la tradition de l'autre grande famille politique française, donc de la droite. Et donc le gagnant de cette primaire serait donc le nouveau président français. Alors, François Fillon n'est pas du tout vu comme le favori. Il s'agit plutôt de Alain Juppé. On verra un second tour entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy. Il faut donc, on va commencer par analyser cela. Et pour comprendre en fait la victoire de François Fillon, il faut surtout comprendre la défaite de Nicolas Sarkozy et de Alain Juppé, qui, on peut dire, tous les deux commis environ la même erreur, qui est d'avoir trop ciblé un certain électorat de la droite et pas assez l'ensemble de la droite. Donc Nicolas Sarkozy visait un électorat d'une droite plus radicalisée, qui pourrait également être séduit par la FN, et on voit d'ailleurs sur les cartes que les votes pro-Sarkozy au premier tour des primaires de la droite sont. C'est en fait un décalcage des résultats de Marine Le Pen en 2012, où on peut dire que son objectif a plus ou moins réussi son objectif et de convaincre l'électorat qu'il a ciblé. Sarkozy, qui, quand il était président, a été nommé président des riches, s'est mis à dos tout cet électorat-là, qu'il a fait gagner face à François Hollande. On peut voir ça par exemple sur l'île de France, où si on compare le revenu moyen des Français et les votes de Sarkozy, on voit en fait tout à fait une opposition. Et donc tout un électorat qui s'est tourné Sarkozy, et sans doute pourquoi aussi Sarkozy n'a même pas su accéder au second tour de la primaire. Ensuite, Alain Juppé, présenté comme le vainqueur de cette primaire, donc le grand favori, lui va vraiment se tourner vers un électorat plutôt de gauche, et d'ailleurs les résultats de l'Evo montrent qu'il a réussi cela parce qu'il ressort vainqueur, où il fait de très bons résultats dans des régions traditionnellement, qui votent traditionnellement à gauche, donc tout le sud-ouest de la France, la Bretagne, le Limousin, et puis les grandes villes. Et du coup, on peut demander qui a voté pour François Fillon, et
assez simplement vous dire tout le reste, ce qui est assez vague, ce qui est, je me perds un peu dans mes fiches, ce qui est assez vague, mais ce qui est en fait assez logique, car on a vu dans la primaire deux grands mouvements qui se créent, donc plutôt centriste et de gauche avec Juppé et de droite plus radicale avec Sarkozy, et un peu comme dans la présidentielle avec Macron, entre les deux, tout un espace qui est laissé vide et remporté du coup par François Fillon, qui va terminer le premier tour des primaires avec 44% des suffrages. Alors, comment définir le fillonisme? On pourrait le définir, utiliser la typologie de René Raymond, qui décrit la droite avec trois orientations. Alors, tout d'abord, Alain Juppé, qui serait de la droite orientaliste, libérale, centrée sur des objectifs économiques. Ensuite, Sarkozy, la droite bonapartiste, populiste, et enfin François Fillon, qui serait l'héritier d'une droite légitimiste, pas que, qui valoriserait aussi le roman national français, qui l'aiderait à aborder des sujets et à pas mal s'appuyer sur la religion catholique et les bonnes vieilles racines chrétiennes. Et d'ailleurs, c'est ça, entre autres, ça qui aura rythmé toute sa campagne. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce ne sont pas les catholiques qui ont fait gagner François Fillon aux primaires. Alors c'est vrai, il recueille le plus de voix de l'électorat des catholiques pratiquants. Mais si on compare la victoire de François Fillon, on remarque que, enfin les votes de François Fillon, on remarque que c'est quasi même totalement l'inverse des catholiques pratiquants en France. Donc il a mobilisé que les catholiques idéologiquement de son côté, et pas au-delà de ça. Donc les catholiques de droite ont amplifié ce victoire, mais ne l'ont certainement pas créé. Alors, il finit du coup sans surprise à s'imposer au second tour et commence sa campagne présidentielle, qui est sans doute la partie la plus intéressante. Par contre, je m'interromps très rapidement. Est-ce que je pourrais rentrer pour de l'eau? Parce que j'ai la bouche très très sèche. C'est pas du tout agréable et ni facile. Alors, François Fillon a beaucoup de mal à faire démarrer sa campagne, et avant toutes les affaires et les scandales, son programme, qui est jugé très très libéral, va être pris à la loupe, et il y a plusieurs propositions qui sont questionnées, notamment sa réforme de la sécurité sociale. Donc, que l'assurance maladie ne devrait que des maladies graves, et le reste devrait dépendre de la mutuelle. Donc c'est une position assez radicale, mais aussi assez vague, d'ailleurs qui paraît assez vague aussi pour son propre camp. On se rappelle plusieurs questions quand on demande au bras droit de François Fillon, donc Châtelet, est-ce que les rhumes seront-ils toujours pris en charge? Ça dépend quel rhume, des questions assez comiques, vagues, qui montrent l'incohérence dans son parti, le flou. Mais aussi, après sa victoire, pour satisfaire tous les sarkozystes, tous les maires juppéistes, il les prend tous dans son camp, ce qui va faire qu'il y a énormément de porte-parole du camp de François Fillon, mais ce qui va aussi créer une certaine incohérence, des désaccords entre plusieurs porte-parole sur plusieurs chaînes divisées, même à se contredire parfois. Donc un programme et un parti qui paraissent incohérents, flou, et puis en fin de compte, ce qui va faire en sorte probablement qu'il n'atteint même pas le deuxième tour, alors qu'il était le favori jusqu'à un certain point. Les différentes affaires, donc
la plus grande, la plus importante, l'affaire de sa femme, Pénélope Fillon, qui aurait été rémunérée comme assistante parlementaire et aussi comme aurait bénéficié d'un emploi à la revue Les Deux Mondes, qui est sous la propriété d'un proche de François Fillon. En tout, presque 1 million d'euros auraient été perçus par Pénélope Fillon, sans jamais avoir fourni un travail effectif. À côté de ça, plusieurs emplois des enfants emplois fictifs pour les enfants de François Fillon sont mis à jour, dévoilés, et en fin de compte, grâce peut-être pour François Fillon, sa mise en examen, suite à laquelle il reste candidat alors qu'il avait dit lui-même il n'y a qu'une seule chose qui m'empêcherait d'être candidat, c'est d'être mis en examen. Petite chose pas faite du coup. Et toute la suite de sa campagne va tourner autour de ces affaires. Il va dénoncer à bout d'un moment même un cabinet noir, un complot quasi du président Hollande, tout ça. On parle quasi plus, voire plus du tout de son programme, de ses réformes. Il ne passe que son temps à se défendre. Et puis, en fin de compte, sur l'affaire des costumes qui a eu lieu donc, le 10 février, donc après que l'affaire Pénélope soit dévoilée, donc comme si François Fillon n'avait pas appris de ses leçons, ce qui le fait du coup fortement descendre dans les sondages. Mais en fin de compte, il faut admettre qu'avec ces 20%, François Fillon obtient une note assez respectable, assez haute par rapport à tout ce qui s'est passé les mois précédant l'élection présidentielle. On a beaucoup comparé cette élection avec l'élection de 2002 pour plusieurs raisons, entre autres la montée du FN. En 2002, avec le score qu'il a eu cette année, il serait passé au second tour, il serait passé en tant que premier au second tour. Donc c'est plutôt surprenant en fait de voir que malgré toutes ces affaires, François Fillon a su présenter un score aussi fort, parce qu'il arrive qu'à 1 point de Marine Le Pen, donc Monica Stahl est passé au second tour. Et du coup, il a l'intention de comprendre comment il est arrivé à ces 20%. Donc un score assez élevé. Alors tout d'abord, il y a les catholiques pratiquants, il arrive en tête avec 54% des voix des catholiques pratiquants. Donc, grand soutien d'Amaïs pour tous, de Sens commun. Ensuite, il est aussi le premier candidat chez les retraités avec 35% des voix. Et du coup, on peut dire que ce qui lui a manqué, c'est plutôt les votes utiles. On dirait que 25% des votes de Fillon ont été jugés comme votes utiles, alors tout le reste c'était des votes réellement pour ce qu'il proposait, pour son programme. Assez marquant aussi, on peut constater que 44% des électeurs qui avaient voté pour Sarkozy aux dernières présidentielles, seulement 44% ont voté pour Fillon, le reste sont répartis entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. En fin de compte, il a aussi atteint ce score assez haut grâce à un électorat assez fidèle qui, convaincus de longue date, n'ont jamais vraiment changé d'avis concernant leur intention de vote. Donc voilà, je termine là-dessus. J'avais que des cartes sur mon portable. Excellent. Bon, moi je pense que... Elle est où, Valentine? Elle va venir dans quelques minutes, peut-être une seconde. Peut-être... Moi je voudrais... Marine... Pardon? Non, mais si vous voulez, prenez votre place. On va, en fait, vous allez écouter l'analyse de la campagne de Madame Marine Le Pen, du Front National. Courage.
Justement, il y a plein de choses à dire. Un peu trop. Bien. Tu veux prendre ma place? Vas-y. C'est On bon. aurait pu laisser Marine Le Pen avant la fin, mais comme vous le dites là. Si vous préférez, je peux y aller. Non, non, c'est bon. Attends. Ok, Martine, il est aussi étudiant Le titre, comment? en master. C'est que les diapos, ils ne fonctionnent pas du tout. J'ai remarqué. Et alors Il n'y a pas. Le câble, c'est difficile. Ah, c'est ça? Je sais pas si vous connaissez. Vous n'avez pas la vieille? Et on ne peut pas Comment? l'enregistrer, on peut pas l'enregistrer sur. Non, mais sur PowerPoint, ça ne fonctionne pas. Là. Content. Donc, si vous avez un autre idée, je veux bien. Ça, c'est pas un autre idée. Non, c'est pas ça. C'est pas le Non, pied. c'est pas C'est une prestation. Il y avait un jardin qui se lance. C'est quoi ça? Ça marche. Je ne peux pas présenter le confusion. Ah, pardon. Bon, ben finalement, on revient à Georges Mélenchon, à la France insoumise, et on laisse Thomas Pesquet pour la fin. Où ça? Quoi? C'est vrai? Ah bah je vais là. J'ai commencé à faire Je pense que je le montrerai à Valentine qui est là pour donner être ministre de l'Institut de politique de Lille. Donc, moi, je vais vous présenter la candidature et le parcours qu'on va voir assez particulier de Jean-Luc Mélenchon avec un mouvement qu'il a créé qui s'appelle la France Insoumise. Donc, pour comprendre un petit peu le personnage, il a 65 ans, il est né à Tanger, donc au Maroc. Niveau études, il a une licence de philosophie. Après, il a travaillé dans des entreprises, il a été prof dans des lycées techniques, mais aussi journaliste. C'est assez intéressant parce qu'au niveau des personnages politiques en France, voire même largement ailleurs, c'est un profil très atypique au niveau de ses connaissances et son parcours scolaire. Lui, il se qualifie comme socialiste républicain. Souvent dans ses discours, on voit qu'il est assez intéressé par les expériences qui ont eu lieu en Bolivie et au Venezuela, même si pour lui c'est pas forcément un modèle à suivre, mais il en parle pas mal. Son ambition, donc au-delà même des élections présidentielles, c'est d'être le rassembleur de toute la gauche sur une ligne politique antilibérale, voire même anticapitaliste. Et ce qu'il cherche, c'est une révolution citoyenne pour gouverner et transformer profondément la France dans le sens du progrès massif de l'intérêt général qui revient assez souvent dans ses discours d'ailleurs. Au niveau de sa place politique, avant les présidentielles de 2017, il est membre du Parti Socialiste dès 1976 jusqu'au congrès de Reims en 2008. À partir de là, quand il quitte le Parti Socialiste, il fonde un autre parti, le Parti de gauche, duquel il est président puis co-président jusqu'en 2014. À la suite duquel il va quitter pour créer le mouvement de la France Insoumise. Au niveau des postes politiques, il a eu plusieurs postes, notamment conseiller municipal, conseiller régional, aussi ministre délégué à l'enseignement professionnel dans le gouvernement de Lionel Jospin de cohabitation, mais aussi sénateur, secrétaire du Sénat et aussi député européen, place qu'il occupe encore aujourd'hui, et ce depuis 2009.
Il a aussi été candidat au présidentiel de 2012 pour le Front de gauche, donc, et il a reçu 11,10% des suffrages exprimés, ce qui l'a fait arriver en 4e position, finalement, comme ces élections de 2017, avec un pourcentage clairement différent. Je trouvais que c'était assez intéressant pour comprendre peut-être aussi pourquoi il a récolté autant de voix et qu'est-ce qui a permis sa montée, de comprendre le contexte politique et social général de la France. Alors j'ai mis pays en crise entre guillemets parce que moi j'ai l'impression qu'on me dit ça depuis que je suis née presque. Mais en réalité c'est vrai que tout ce qu'on voit c'est des inégalités sociales grandissantes. Il y a encore des rapports qui nous disent que les pauvres sont de plus en plus pauvres, les riches de plus en plus riches, donc un écart gigantesque. Il y a eu pendant l'année 2016 des mouvements de grève très importants. Il y a eu beaucoup de bruit autour de ce que nous on appelait ce qui s'appelle la loi travail. Et il y a eu donc voilà, des mouvements de grève importants. Ça a créé aussi beaucoup de manifestations qui ont souvent assez mal tourné, avec des histoires de violences policières. Bref, ça fait beaucoup de bruit dans la presse et dans la conscience populaire concernant l'état du pays. On a aussi beaucoup de mouvements de réflexion et d'action politique, comme par exemple avec les ZAD, les zones à défendre, qui aussi ont beaucoup fait parler d'elles, et notamment aussi le mouvement Nuit debout qui s'est proliféré dans beaucoup de parties de la France, c'était pas essentiellement à Paris par exemple. Il y a aussi tout ce qui touche à l'économie, et puis évidemment récemment tout ce qui est en lien avec la menace terroriste, ce qui a donc mis la France en état d'urgence d'ailleurs. Donc tout ça, ça reflète finalement au niveau de la population une défiance institutionnelle qui est de plus en plus importante et une méfiance, voire à certains moments, notamment pendant les manifestations, de la colère envers les hommes politiques et de manière plus générale pour les hommes gouvernementaux et administratifs, on va dire de manière plus globale. Ce qui a fait donc réfléchir beaucoup les gens sur cette conception de la démocratie qui a l'air de clairement mal fonctionner, qui était déjà questionné auparavant, mais qui évidemment avec toutes ces problématiques-là, ça relève de gros problèmes, comme on l'a vu aussi notamment avec l'abstention. Évidemment, c'était même si c'était pas un record comme Charles l'a dit, ça a clairement remonté ces questionnements autour de la démocratie. Donc sa candidature pour la présidentielle de 2017, donc avec la France Insoumise, qui ont souvent des mots qui reviennent comme renouvellement des élus, rupture, reconnecter les élus et les citoyens. Pour cela, il annonce une volonté de candidature le 5 juillet 2015. Pour lui, c'est le moment de renverser la table, puisque la Constitution de la Ve République est ainsi faite que par un seul vote, on prend tous les pouvoirs. Donc pour lui, comme on l'a vu avec d'autres candidats aussi, il voudrait passer à une 6e République, donc refonder les institutions françaises. Et il réaffirme sa candidature le 10 février 2016. Sa candidature, elle est quand même clairement originale, puisque c'est une candidature qui est hors cadre de parti. C'est pas un parti, la France Insoumise, c'est un mouvement. Il s'est directement positionné contre l'idée de poursuivre cette sorte de hiérarchie politique quand il s'est présenté. Il voulait véritablement rompre avec ça. Donc c'est pour ça qu'il lance le mouvement La France Insoumise, qui utilise des outils assez technologiques et assez inattendus, notamment une plateforme internet participative avec un blog Lumen, et qui a, par exemple, en janvier 2017, plus de 200 000 soutiens sur son site. En réalité, ça paraît une anecdote, mais ça, je pense que ça a clairement joué dans les votes qu'il a pu recevoir, parce que c'était une manière d'approcher les gens complètement différente. C'est un mouvement politique qui se veut beaucoup plus horizontal et ouvert, et non vertical comme on peut voir avec les autres, d'où le fait cadre. Et encore une fois, cette stratégie numérique, puisqu'il a utilisé de nouveaux types de médias, il a notamment ouvert une chaîne YouTube qui en fait, sa chaîne, c'est la chaîne des personnalités politiques françaises qui a été le plus suivie et le plus vue. Son but, c'est vraiment refonder la politique française pour la rendre plus démocratique, et en montrant l'exemple, entre guillemets, via son propre mouvement qui a des processus de désignation différents d'autres partis politiques lambda. Donc son mouvement et sa candidature reçoivent des soutiens, mais principalement a posteriori. Je pense qu'il a fait un petit peu peur au début quand il s'est lancé, du parti de gauche, du Parti communiste français, de la nouvelle gauche socialiste, et aussi quelques membres d'Europe Écologie Les Verts. Donc comme on a vu ça tout à l'heure, il n'y a pas eu de coalition de la gauche,
Mais il y a quand même quelques membres qui ont décidé de le soutenir une fois qu'ils ont vu qu'en fait ça tenait un peu debout et que ça commençait à se lancer. Quelques points de son programme pour la gestion de la dette publique. Lui propose une alliance des pays de l'Europe du Sud pour sortir de l'austérité. Il veut faire racheter la dette publique par la Banque Centrale Européenne, terrasser l'évasion des fraudes fiscales, donc ça c'est récurrent, et s'exonérer du pacte de stabilité des règles européennes encadrant le déficit. Au niveau de sa politique commerciale, il pense instaurer un protectionnisme solidaire pour que la production française retrouve son œuvre de gloire, si on peut dire. Il veut aussi sortir de l'Organisation mondiale du commerce, refuser des traités de libre-échange comme d'autres, augmenter les droits de douane pour les pays aux droits sociaux limités, favoriser les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et puis, assez intéressant, soutenir le projet chinois d'une monnaie commune mondiale pour essayer de se libérer de l'emprise de la dominance du dollar sur la scène internationale. Au niveau de la transition énergétique, lui, c'est pas 50%, mais c'est 100% d'énergie renouvelable qui visait en 2050. Il veut sortir complètement la France des pratiques du nucléaire et notamment aussi interdire l'exploitation de gaz, de pétrole, de schiste et de l'eau. Pour la sécurité intérieure, au niveau de tout ce qui est pénitencier, il a beaucoup d'idées, notamment mettre fin systématiquement dans une peine de prison dès qu'il y a un problème, ou plutôt peut-être penser autre chose pour éviter aussi des rechutes et de gens qui sortent de prison, ce qui est clairement. Permettre la sortie aussi d'état d'urgence à l'initiative du Parlement, augmenter les moyens de la justice antiterroriste. Et ce qu'il veut, en fait, ce qui ressort, ce qu'il veut avant tout, c'est refuser la logique du choc des civilisations, sortir de toutes ces guerres déstabilisatrices qu'il y a sur la scène internationale, et surtout des alliances hypocrites qui sont faites avec les pays du Golfe, qui ne sont pas sur la même ligne de conduite que l'idée de la démocratie française, mais qui ont des ressources qui intéressent grandement certains. Défense, il veut conditionner toute intervention militaire à un mandat de l'Organisation des Nations Unies, et se désengager de l'Europe de la défense qui juge clairement trop attentiste, et aussi sortir de l'OTAN. Défi migratoire, régulariser les travailleurs sans papier, reconnaître le droit de vote aux élections locales, comme on a parlé tout à l'heure aussi, et puis refonder la politique européenne de contrôle des frontières extérieures, histoire aussi de rentrer dans la continuité de l'histoire de la France comme terre d'asile, terre d'accueil. Au niveau de la Russie, il pense organiser une conférence de sécurité avec de l'Atlantique à l'Oural, rediscuter aussi toutes les frontières et sous l'ancienne Union soviétique, notamment la question entre la Russie et l'Ukraine, et puis bâtir une nouvelle alliance altermondialiste avec les BRICS. Pour ce qui est du Moyen-Orient méditerranéen, il veut garantir l'intégrité de l'État syrien, il s'est pas mal positionné sur la question syrienne, et puis un des mesures phares est de reconnaître l'État palestinien en tant que tel. En ce qui concerne l'Union européenne, il veut refuser les régressions du droit européen sur les questions sociales et écologiques. C'est évidemment pour un candidat de gauche des questions normalement qui sont censées être au centre, les questions sociales, mais c'est aussi quelqu'un qui est très très investi par les questions écologiques, ça ressort très souvent. Il veut arrêter la libéralisation des services publics au sein de l'Union européenne, mettre fin à l'indépendance de la Banque Centrale Européenne, mais aussi d'évaluer l'euro pour qu'on arrive à peu près à la même hauteur que le dollar, pour plus de parité. Encore cette histoire de protectionnisme solidaire, et puis refonder la politique agricole commune. Pour lui, si il avait été élu et que tout ça n'était pas mis en place, il veut effectivement stopper la contribution au budget de l'Union européenne de la France. Il dit le refus des traités tels qu'ils existent empêche toute rupture avec les politiques d'austérité menées, avec la privatisation des services publics et le refus d'aide publique rendant toute politique écologique impossible. Donc il amène ça pour la défense écologique en premier temps. Même tableau que Lucas. Donc c'est les mêmes chiffres, ça n'a toujours pas bougé. Donc les résultats des élections, il arrive en 4e place. On voit qu'il a récolté quand même plus de 7 millions de votants et qu'il est quand même en réalité assez près de Fillon, ça s'est joué à pas grand chose. Donc comme on l'a dit plus tard, je ne vais pas m'étendre dessus, mais voilà, il y a beaucoup de particularités dans ces présidentielles, même si c'est pas record, il y a un taux d'abstention qui pose énormément de questions. Il y a eu aussi le problème des gens qui étaient inscrits sur les listes. Il y a eu une grosse polémique parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas prévenus mais qui en fait n'étaient pas inscrits. Donc ce qui fait que le nombre de votants réels est baissé
mais ce n'était pas forcément une volonté. Donc ça aussi, il y a eu pas mal peut-être des petites magouilles, mais dans tous les cas, ça crée une polémique, ce qui fait qu'il arrive en 4e position. Donc évidemment, il ne peut pas accéder au second tour, mais c'est quand même le meilleur score qu'il ait jamais réalisé lors de présidentielle. Donc à mon avis, il devait être content. Et puis ça signifie quand même beaucoup de choses sur l'électorat qu'il a pu réussir à mobiliser. Par rapport à 2002, justement, on a eu le même scénario avec un Front National qui passe au 2e tour. Il a refusé d'appeler au Front républicain, ce qu'il avait fait en 2002. Disant ses électeurs qu'ils étaient responsables et qu'ils avaient qu'à agir en leur âme et conscience, mais que lui ne donnerait pas de consigne de vote. Il a lui-même refusé de s'exprimer sur son vote. Pour moi, ce résultat, voilà, c'est ce que j'ai essayé de dire, c'est que la vie politique française, même s'il n'est pas passé au second tour, même si voilà, il n'y a pas eu tout ça qui s'est mis en place, il a fait parler de lui, que ce soit positivement ou négativement. Et il a pris véritablement une place importante au sein de la vie politique française, qui donc va devoir composer avec ce personnage qui sort un peu des cadres traditionnels qu'on a l'habitude de voir. C'est un personnage atypique et qui a été clairement écouté, à mon avis, en plus de ça, par un électorat assez large, assez jeune, qui sont en fait des gens qui normalement ne se sentent pas vraiment concernés, ne se sentent pas investis des compétences politiques pour agir dans les institutions classiques de la République. Alors que là, en fait, il y a vraiment un électorat, beaucoup de jeunes qui l'ont soutenu. Et puis un petit point intéressant, je trouve aussi, pour une ONG Somofu, qui est une ONG internationale pour la transparence de la vie publique, qui pense que une autre caractéristique de cette présidentielle de 2017, c'est que ça a été des présidentielles où il y a eu énormément d'affaires de conflits d'intérêts, comme on l'a vu, énormément de révélations, de scandales, sauf, même après beaucoup de recherches, sauf pour Jean-Luc Mélenchon et ainsi son équipe, qui ont été épargnés de tout soupçon de conflits d'intérêts potentiels ou avérés au sein de son équipe de campagne. Peut-être qu'ils n'ont pas tout trouvé, mais par rapport aux autres où c'était frappant, où vraiment il y a eu énormément d'histoire, lui est resté clean, si on peut dire. Donc voilà, au niveau de la conclusion, c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que cette mobilisation d'un électorat large et surtout nouveau, parce que justement dans des gens qui se désinvestissaient de la politique, beaucoup de gens qu'on a retrouvés dans des mouvements comme Nuit debout, ce genre de choses, c'est des gens qui finalement sont allés voter alors qu'ils ne votaient pas avant ou qui ne se sentaient pas représentés et qui ont décidé de tenter de s'allier à un candidat qui se présentait de manière complètement classique. Donc ça, je trouve que c'est quand même intéressant au niveau de la caractéristique de sa présidentielle. Il a aussi quand même réussi à utiliser de nouveaux moyens de communication. Alors il a trouvé que les médias classiques l'ont un peu pas assez soutenu, voire même à l'opposé. Mais lui a réussi à prendre le contre-pied en faisant parler de lui avec des moyens que de plus en plus de gens utilisent. Il a réussi à être dans l'ère moderne. Et puis, c'est une figure politique qui rompt avec cette idée de la vie politique française. Comme on a dit tout à l'heure, c'est absolument pas quelqu'un qui a fait l'ENA, c'est pas quelqu'un qui a fait Sciences Po, ni quelqu'un qui a fait du droit comme l'a expert Sarkozy. C'est vraiment au niveau de son parcours professionnel et scolaire, quelqu'un qui n'a rien à voir avec les figures qu'on a l'habitude de voir et qui en plus ressort tous les 5 ans exactement de la même manière. Son mouvement, lui, voilà, c'est, si on peut retenir quelque chose, c'est cette volonté véritablement d'agir autrement. Il souhaite une politique plus proche des citoyens et des élus, beaucoup plus représentative de la population, parce qu'on se rend bien compte qu'en France, par exemple, à l'Assemblée nationale, il n'y a que 3% de députés qui proviennent du monde ouvrier. Or, si on fait le pourcentage global de la population française, il y a largement plus de 3% d'ouvriers. Donc lui, c'est pour établir cette parité-là. Et puis comme ouverture, évidemment, il y a encore beaucoup de boulot, puisqu'il y a des élections législatives le 11 et 18 juin 2017. Il a annoncé sa candidature. Mais alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a laissé ses circonscriptions à une autre personne qui pense, il a dit, je pense qu'elle mérite de remporter ces élections, nanana. Et il a fait un parachutage politique, comme on appelle ça, à Marseille, qui a été en fait la ville où il a reçu le plus de votes pendant les présidentielles. Et puis, en réalité, les sondages, bon là il y a une petite histoire qu'on peut essayer de bousculer, mais sinon les sondages sont assez optimistes sur sa candidature législative.
Et pour voir justement avec cette histoire de mouvement qui change et qui veut agir véritablement autrement, on voit que c'est le seul mouvement qui a un processus de désignation de ses candidats pour les législatives très original et même unique. C'est que 50% des listés proviennent de la société civile et n'ont jamais été implantés auparavant, ce qui change radicalement des autres candidats classiques, on va dire, des partis plus généraux. Et j'ai trouvé une petite citation qui, je trouve, le représente bien. Je parle cru et gru, je ne me tourne pas autour du pot, je ne leur reconnais aucune suprématie intellectuelle parce que ma manière de parler les dérange, parce que j'appelle un chat un chat. Voilà. Je trouve que ça représente bien le personnage. Voilà. Merci beaucoup. Et donc maintenant, le Front National avec Marine Le Pen. Même l'ordinateur, Merci. Oui, mais c'est ça. Oui, tu cherches un discours. Quoi? Un discours. C'est ça. on peut appeler un PDF. Oui. On fait du moins du bord. S'il vous plaît, Marine Le Pen a été au second tour quand même. Vous devez Malheureusement, un peu de respect. Voilà. Alors, la France de cette lettre donc, a refusé le projet de Marine Le Pen. Contrairement au Royaume-Uni et aux États-Unis, la vague du populisme n'a pas réussi à toucher la France. La digue républicaine s'est maintenue. Pourtant, rien n'était joué d'avance, dans le sens où le Front National n'a jamais été aussi puissant. Il a battu son record de voix historique au premier tour et a su attirer encore plus de personnes au second. La barre des 10 millions de personnes, de 10 millions de votes, a été dépassée. Donc l'exigence de réussite maintenant qui pèse sur le nouvel exécutif et les attentes sont immenses et doivent répondre aux divisions d'une société qui est coupée à l'heure actuelle en 4. Comme dans beaucoup d'exemples historiques, le morcellement de la gauche profite à l'extrême droite. Nous avons eu par exemple la gauche de Noirmont qui s'est heurté à la gauche de la gauche de la gauche, de Jean-Luc Mélenchon. La colère qui s'est exprimée dans les urnes ne disparaîtra pas donc sans résultat convaincant. Mais la question qu'on doit se poser est pourquoi le Front National n'est arrivé que deuxième au premier tour alors que tous les sondages depuis un an l'annonçaient, certes au deuxième tour mais en tête. Comment peut-il échouer au second? Bon, ça c'est plus normal, disons, dans le sens des sondages, alors que depuis plusieurs années, l'état d'esprit en France s'est radicalisé, surtout depuis janvier 2015 et les attentats de HADV. Le premier attentat, donc, du coup, de l'islam radical qui a touché la France, a fait monter le Front National car il a pu profiter des peurs et imposer ses thèmes. Il a fait des questions identitaires et sécuritaires le cœur du débat politique. Si l'on veut éviter que le pire n'advienne aux prochaines élections, il faut dès à présent tenter de comprendre précisément ce qui s'est passé au cours des 3 derniers mois de cette folle campagne. Je vais faire un petit récapitulatif du Front National. Voilà. Donc c'est un... Non, alors du coup, j'ai fait... Voilà. C'est fondé en 1972 par Ordre Nouveau que Jean-Marie Le Pen va rejoindre très rapidement. Jean-Marie Le Pen, alors la personnalité que lui représente, c'est une personnalité qui est comme Jean-Luc Mélenchon dans le sens où il est cru et vieux, il appelle un chat un chat. Par contre, il a ses propres opinions, ses propres convictions. Il a un franc-parler et ça fait lui aussi un tribun. Son discours s'adresse particulièrement à la droite de la droite. Quand il était dans sa jeunesse, il était plus proche des mouvements poujadistes. C'est le premier mouvement apparu à la droite du parti gaulliste qui avait rassemblé l'ensemble de la droite d'après-guerre. Donc, il prend le pouvoir dans une période où en 72, c'est en fin d'année 72, en 73, la France connaît sa première, la fin, disons, d'une glorieuse économie, disons, où on a des chocs mondiaux du cours du pétrole et donc des difficultés économiques.
Donc là, on a un Front National qui, dans les années 70, reste malgré tout assez faible. C'est surtout dans les années 80 qu'il va commencer à se développer. Déjà dans les années 70, il s'oppose à l'idée que la France ait pu collaborer avec Hitler. Et ensuite, dans les années 80, ça se développe en remettant en cause, disons, pas directement, mais c'est ce qu'on appelle le révisionnisme, le fait qu'il y a eu 5 millions de juifs qui ont été tués par le génocide installé par Hitler, plus 1 million de Roms et d'homosexuels et d'opposants politiques. Là, cette fois-ci, dans les années 80, le Front National va monter parce que c'est dans une stratégie, disons, de Mitterrand qui s'est rendu compte que si l'extrême droite monte avec le morcellement de la gauche, ça va aussi dans l'autre sens. Le morcellement de la droite permet à la gauche de se renforcer parce qu'avec un Front National qui fait peur à tout le monde, ça permet aux gens de les rapatrier, enfin de les ramener plus vers ce qu'on appellerait, ce que les gens du Front National appelleraient la bien-pensance. Donc, les préparatifs de campagne. Alors déjà, Le Pen, c'est terminé, on peut dédiaboliser, j'ai trop peur, on ne veut plus. On met la rose, on la met en bleu. Et ça a une importance particulière, parce que là, nous disons que la stratégie du Front National va être... alors que Jean-Marie Le Pen était économiquement totalement contre le communisme, donc il était économiquement très à droite et pro-atlantiste. Là, Marine Le Pen, au contraire, elle va essayer de faire l'inverse, disons, en ayant un discours plus socialement acceptable. Donc économiquement, Marine sera donc de gauche dans le but de tuer le Parti socialiste. Socialement, elle sera de droite pour annihiler la droite. Elle sera de droite pour annihiler la droite. Et nationalement, elle sera de France, disons, pour faire de Mélenchon la France qui ne s'aime pas, soit la France des faux Français, et celle de Macron, la France vendue et noyée dans la mondialisation et dans l'argent. Donc, dans l'équipe de campagne, la domination familiale dans le parti, donc c'est un parti formé autour d'une famille. Un peu c'est une dynastie, c'est toc toc toc, chacun a son rôle, les plus vieux sont les plus forts. Bon, quand on devient trop vieux, on devient trop faible, donc on n'est pas le plus fort. Donc il y a la tendance de Florent Philippot, qui est l'aile sociale du Front National, lui-même il se dénomme comme gaulliste, il va déposer une gerbe devant la tombe du général